Bonjour tout le monde. Donc oui, je suis Armand Joulin, je suis ici pour remplacer Antoine Borne qui a malheureusement pas pu venir aujourd'hui. Et je vais parler de la vision par ordinateur chez Facebook et des progrès récents qu'on a fait. Mais laissez-moi tout d'abord introduire rapidement ce qu'est Facebook AI Research. Donc c'est le labo de recherche en intelligence artificielle de Facebook. On est maintenant plus de 200 personnes, qui est plutôt bien répartie entre chercheurs et ingénieurs, à peu près 50-50, plus des étudiants, notamment des tests CIFRE. Et on est répartis à travers pas mal de sites aux États-Unis et en Europe, ainsi qu'à Tel Aviv. Juste pour donner une petite introduction de ce qu'on généralement on appelle l'AI, ou plutôt le machine learning. C'est essayer un petit peu de simplifier, enfin je l'imagine que plusieurs intervenants avant en ont déjà parlé, mais qu'est-ce que c'est que cette espèce d'énorme truc que le machine learning? En réalité, c'est de mon point de vue juste une nouvelle forme d'informatique dans laquelle, au lieu de spécifier des programmes par des lignes de commande, ces fois-ci on les spécifie par des couples d'entrée-sortie, en particulier dans le milieu supervisé. Qu'est-ce que j'entends par ça? C'est que si on a un programme où par exemple on veut essayer de faire un converteur de température entre des Fahrenheit et des Celsius, la manière classique en informatique de faire ça, c'est d'écrire une fonction où on code à la main la formule, qui est une formule linéaire qui est ici. La manière de faire ça avec du machine learning, c'est simplement d'enregistrer des mesures de Fahrenheit et Celsius, comme ça, juste un tableau de chiffres, et d'apprendre un modèle qui va convertir de l'un à l'autre. Évidemment, cet exemple est assez simple et on n'a pas vraiment besoin de machine learning pour ça, mais imaginez maintenant un cadre où vous avez un thermostat à la maison et j'ai mes préférences de température intérieure en fonction des températures extérieures et de l'heure de la journée. La formule n'est pas aussi facile à calculer, peut dépendre des individus, et c'est typiquement le genre d'endroit où il est plus facile de collecter des données et de trouver un modèle a posteriori que de coder le truc. Donc c'est ça souvent ce qu'on entend par machine learning, et c'est basé pour la plupart sur ça, ce qu'on fait en IA à Facebook. Pour ce qui est de son application à la vision, le plus gros breakthrough industriel, enfin succès industriel date des années 90, et en particulier d'un chercheur qui est chez nous à Facebook, Yann Lequin, et qui a gagné le Turing Award cette année, enfin en 2018, et qui est la reconnaissance de digits, enfin de chiffres pour les chèques, pour les lecteurs de chèques. Et en gros, la manière dont ça fonctionne, c'est on donne en entrée des chiffres de ce type-là, donc qui ont été écrits à la main, et on les fait passer à travers une machine. Donc là, par exemple, c'est un neural network qui va faire une prédiction sur quel est le chiffre qui a été écrit. C'est-à-dire le chiffre, cette fois-ci, en termes informatiques. Et on apprend ça simplement en voyant des exemples de chiffres dessinés à la main et quel est le chiffre relié. Donc ça, c'est le premier grand succès sur lequel la vision par ordinateur s'est vraiment basée depuis une vingtaine d'années. Bien sûr, depuis, on a fait un petit peu de progrès. En particulier, en 2012, on a commencé à voir les premiers réseaux de neurones qui étaient capables de prédire des objets dans des scènes un peu complexes, comme celle-là. Ce ne sont plus du tout là, des digits sur fond uniforme. Là, on est sur des images réelles, et on était capable de prédire des objets dans les scènes normales. Puis après, en 2015 au cours des années qu'on suivi, on est devenu de plus en plus fort dans notre compréhension du monde visuel. On a commencé à détecter tous les objets qui étaient dans une scène, commencé à les segmenter. Et maintenant, on est à un stade où les segmentations des objets sont quasi parfaites. On a des bounding box autour, on a des scores de confiance assez élevés sur ce que sont les objets. On arrive à détecter des objets tout petits, comme par exemple le verre et la bouteille de vin, enfin, wine glass, le verre de vin. Et on est aussi maintenant capable de faire de la détection de pose d'humains, même dans des images où il n'y a pas de mouvement. Donc là, on commence vraiment à arriver à des niveaux de compréhension des images qui sont très élevés. On arrive aussi en vidéo à avoir des performances qui sont... On arrive à faire des choses qui sont assez incroyables, je trouve, comme typiquement ce genre d'application où on détecte des humains en temps réel, leur pose de manière dense, c'est-à-dire tous leurs membres, comme on peut voir là, exactement où ils sont. Et ça s'est fait en temps réel sur un mobile. Donc c'est à peu près là où on en est maintenant en termes de technologie en vision.
le gros problème avec ces avancées, c'est que tout ce que je vous ai montré jusqu'à présent, c'est basé sur du supervisé et sur des données annotées à la main. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que typiquement, si on a une image comme celle-ci, une image comme celle-ci d'un chat, si on veut avoir un système de machine learning qui va être capable de nous dire qu'il y a un chat dedans, il va falloir demander à des humains de manuellement donner l'objet qu'il y a dedans. Donc on va faire ça sur des millions d'images et ça prend un certain temps. Si maintenant on veut trouver où est-ce qu'est l'objet, il va falloir aussi annoter ces images avec une bounding box, enfin avec une boîte autour de l'objet, ce qui prend encore plus de temps. Et pareil, vous l'avez compris, si on veut faire la détection, alors là il faut carrément dessiner avec nos petites mains des masques et les réseaux de neurones, qui sont les outils les plus utilisés de nos jours, fonctionnent quand on a énormément de données. Donc il faut imaginer faire ça des millions de fois pour pouvoir avoir des résultats comme ceux qu'on a vus. Ce genre de choses a plusieurs problèmes qu'on rencontre dans nos applications. Le premier, c'est qu'on a parfois des images de ce type-là, où il y a énormément de fois le même objet. Et si on ne fait pas attention à ce que font les annotateurs, on se retrouve avec des annotations de ce type-là. On oublie la plupart des instances, donc on a juste la plus grosse, mais pas toutes les possibilités qu'on a dans la scène. Et puis, comme c'est quelque chose qui est relativement pénible à faire, on a souvent des masques de cette qualité-là. Ça veut dire qu'ils ne sont pas du tout corrects, qui prennent une partie du background. Et ça, on pourrait se dire, on peut régler ce problème en mettant des contraintes, en ayant des annoteurs de meilleure qualité, etc. Mais ça, c'est juste un exemple illustratif. Il faut bien voir que quel que soit l'effort qu'on met dans l'annotation, on aura toujours des problèmes et ça ne sera jamais parfait. Un autre problème encore plus grave, c'est que on a généralement, une fois qu'on a annoté nos données, on a ce qu'on appelle un training set, un échantillon d'entraînement, et il est fixe. On ne va jamais être capable de véritablement aller au-delà de celui-là, vu que c'est là-dessus qu'on va apprendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on a des images qui sortent de la distribution des images vues au moment de l'entraînement, on ne va rien pouvoir dire dessus. Par exemple, imaginez que par erreur, toutes les images de nourriture qu'on a annotées sont des images de cupcake, donc de ce type de gâteau. Si on a je crois que ça c'est un crumble, on ne saura pas ce que c'est. Pareil, si tous les landmarks qu'on a annotés viennent des États-Unis, on sera incapable de savoir ce que c'est que ça. Et ça, on ne peut pas vraiment le corriger, parce que à moins de recommencer une étape d'annotation, c'est un gros problème. Aussi, on souffre de la qualité des annotations qu'on a choisies dès le début, c'est-à-dire que si on s'est dit on va annoter toutes les images de chiens comme étant des chiens, on est bloqué. Si après on se rend compte que dans notre application, ça aurait été important de trouver tous les types de chiens qui existent et compagnie, on ne pourra pas le faire. Et voilà, donc c'est vraiment une des énormes limitations qu'on a. Et ça se passe à peu près dans toutes les applications. Donc un des gros efforts qu'on a suivis ces dernières années à Facebook est d'essayer de directement travailler avec les données sur lesquelles qu'on va avoir après en application. Essayer de petit à petit retirer cette étape d'annotation qui, d'une certaine manière, nous biaise dans notre perception et donc qui va fausser nos utilisations ultérieures. Un avantage quand on travaille chez Facebook, c'est qu'on a accès à énormément de données. D'images que les gens postent sur Instagram de manière publique et donc qui sont par milliards. Et aussi, généralement, une chose qui est assez cool, c'est que les gens qui postent ces images, généralement mettent de l'information à propos de ces images. Ça peut être de l'information type GPS et compagnie, mais parfois ça peut être aussi une information assez riche, comme quand ils postent par exemple des hashtags. Donc les gens, généralement, quand ils postent une image, ils ont quand même envie de décrire un petit peu leur contenu. C'est pas forcément toujours parfait, mais ils fournissent énormément d'informations en fait, sur ce qu'on a dedans. Donc ça, c'était un travail sur lequel on a travaillé depuis quasiment 2014 et qui a abouti à des résultats assez importants l'année dernière, qui en gros nous a permis de passer de ce mode-là où on avait des images pas très bien annotées avec des labels un peu sélectionnés de manière arbitraire à la construction de datasets automatiques où là on avait non seulement une information beaucoup plus fine sur nos images, donc typiquement là on ne parle plus de nourriture pour annoter ça, mais de cupcake, apple pie, etc., donc de tarte à la pomme, etc. Mais aussi on couvre exactement les données qu'on va avoir en application, vu que c'est celles qu'on utilise.
Il faut bien voir que la raison pour laquelle on a cette qualité d'annotation, c'est que les gens qui mettent des hashtags, ils ne mettent pas hashtag food, quoi, ou ils ne mettent pas hashtag landmark quand ils vont à Statue de Liberté. Ils vont écrire Statue de la Liberté ou, je ne sais pas, moi en train de faire un selfie devant le Taj Mahal. Donc c'est le genre d'information que les gens postent, donc on l'a en fait. Et en réalité, donc, en utilisant les informations qui nous sont disponibles et qui sont directement reliées à nos applications, on a été capable de largement améliorer nos ensembles d'entraînement. Ça a atteint un point où on a eu des annotations qui révèlent d'un expert knowledge, enfin d'une connaissance experte des domaines. C'est-à-dire que ce qui est vraiment bien quand on a accès à énormément d'utilisateurs et qu'ils uploadent des images, c'est qu'on va trouver parmi ces gens-là des gens qui sont des passionnés de fleurs ou d'oiseaux et qui vont donner une information très riche. Que notamment, si moi je devais annoter ces images, j'aurais absolument jamais marqué ça, j'aurais marqué probablement, en fait j'aurais probablement même pas mis fleurs, j'aurais mis oiseau pour celle-là et oiseau pour celle-là. Donc c'est aussi l'avantage qu'on a, c'est qu'on a accès à des qualités d'information un peu qui sont assez difficiles à obtenir simplement par de la notation manuelle faite par des chercheurs ou même des spécialistes. Cependant, ça reste encore avec de la notation humaine. Et la réalité, c'est qu'on a aussi énormément d'images sur le net où c'est extrêmement dur de les décrire ou d'avoir même des hashtags. C'est-à-dire qu'on a des images de ce type-là et on n'a généralement absolument rien dessus, à part peut-être le nom de la personne qui upload ça, ou ce genre d'images extrêmement composites. Et vous imaginez bien qu'avec un seul hashtag, on ne va pas pouvoir décrire la richesse de cette image. Particulièrement celle-là, si on se concentre sur celle-là, on voit bien qu'il y a énormément de choses très subtiles à dire dessus. Et je ne saurais pas moi-même décrire ça de manière concise. Et donc ça, c'est un véritable problème. C'est que même en utilisant des données méta comme les hashtags, en fait, on ne couvre pas tout notre dataset et on ne couvre pas toute l'information en fait, qui est contenue dans une image. Donc on a besoin en fait, d'aller un petit peu plus loin. Et là encore, la manière dont on essaie de résoudre ça dans notre équipe, c'est encore une fois en revenant aux données. C'est en disant, bon, ce qu'on a vraiment, c'est énormément de données, donc on devrait pouvoir potentiellement extraire de l'information de ça. Et là, ce qu'on explore actuellement, c'est typiquement de refaire ce qu'on faisait avant, mais cette fois-ci sans les hashtags, juste avec les images. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut, simplement en regardant énormément d'images, commencer à former des compréhensions fines de ces images et du coup avoir une représentation de ces images, même si elles nous viennent avec aucune information supplémentaire. Et la manière dont on fait ça, c'est simplement en regardant typiquement des images type ces pizzas. Vous voyez bien que au-delà du fait qu'elles ont le même contenu sémantique, elles ont les mêmes couleurs, les mêmes formes, les mêmes fonds, ces espèces de tables en bois et tout. Et quand on a énormément d'images, genre des milliards et des milliards, avoir des images qui sont très proches et qui donc en réalité ont aussi par ailleurs le même contenu sémantique, on a vraiment accès à ça. Donc ce que nous, on a essayé de faire, c'est de profiter de ça. Donc dès qu'on est à l'échelle, on peut commencer à dire, bon, des images qui se ressemblent un petit peu, on peut dire qu'elles sont de la même classe, donc on les rapproche. Et de la même manière, des images qui vraiment ne se ressemblent pas du tout, même à des niveaux très bas, c'est-à-dire globalement, aucune des formes, des couleurs ne se ressemble, il n'y a absolument rien en commun, même à des niveaux de description qui ne sont pas sémantiques. Celles-là, je me trompe de bouton. On peut se dire qu'elles ne représentent probablement pas le même objet. Et en fait, quand on fait ça à l'échelle et pendant suffisamment de temps, donc ça prend un petit peu de temps, on commence à voir apparaître des groupes en fait, sémantiques et des relations entre les images qui sont assez fines. Typiquement, des trucs du style des gens qui s'amusent avec leur nourriture à faire des têtes ou des animaux, etc. Et ça sans aucun contenu supplémentaire que les images. Et ce genre d'approche, après, qu'est-ce que ça a comme intérêt? C'est qu'on peut commencer à les clusterer, c'est-à-dire on va former des classes à partir de ça. On va juste les regrouper et se dire peut-être qu'elles représentent la même chose. Et ça seul, c'est peut-être pas la meilleure solution pour améliorer nos systèmes visuels, mais si maintenant on commence à rajouter par-dessus les hashtags qu'on avait déjà par ailleurs, on commence maintenant à avoir des choses où on a des classes qui sont parfaitement comprises ou connues et sur lesquelles on a de l'information, mais on commence aussi à voir apparaître des clusters
qui sont riches en informations et qu'on peut identifier comme n'étant pas étant annotés. Donc là, après, on peut faire plein de choses dessus. On peut juste simplement prendre des features visuelles et les identifier comme étant probablement des choses similaires, ou on peut même aller les envoyer à des annotateurs ou essayer de détecter ce qui se passe. Et ça, évidemment, c'est super utile pour tout ce qui est de notre code de distribution d'images qui n'ont pas d'annotation, mais c'est aussi vachement important quand il se passe quelque chose de nouveau. C'est-à-dire, imaginez les images, quand on collecte des datasets, les images qu'on avait en 2015 n'ont pas forcément exactement la même distribution qu'en 2018 ou 2019, parce que les gens vont prendre des photos d'événements qui sont particuliers à cette année, d'objets qui sont apparus. Et donc on a énormément de problèmes, de phénomènes, de choses nouvelles. Et là, en fait, avec des méthodes un peu qu'on dit non supervisées, on est capable de s'adapter à ça quasiment immédiatement. Ces approches sont assez demandantes en termes d'images. C'est-à-dire que là, on est en train de parler de centaines de millions d'images juste pour le proof of concept et en réalité plutôt des milliards d'images pour avoir des vraiment très bonnes perfs. Donc et ça prend beaucoup de temps d'entraînement. C'est-à-dire que c'est pas du tout simple, c'est vraiment des choses qui marchent at scale. C'est pas la seule direction qu'on explore pour tenter d'une certaine manière résoudre la vision et d'améliorer nos compréhensions visuelles sans apport d'informations extérieures. Une autre approche qu'on prend, c'est d'aller à l'opposé, c'est de se dire que dans une image, en fait, l'image est très riche. D'une certaine manière, une image est composée de plein d'images. Et du coup, on peut aussi essayer d'apprendre de bonnes représentations visuelles en essayant de deviner ce que contient une image. Par exemple, ce qu'on peut faire, c'est par exemple des tâches de masking. Donc on prend une image comme ça, et de manière aléatoire, on va masquer des zones de cette image, et on va essayer de prédire ce qui était dedans. Et ça, du coup, on peut commencer à prendre des choses assez fines, juste à partir de quelques images. Donc là, on peut vraiment travailler au niveau d'une centaine d'images. Et typiquement, là-dessus, aussi, sur ces dernières années, il y a eu énormément de progrès. C'est-à-dire que si on prend cette image comme étant celle où il faut détecter les régions blanches, en 2009, donc dans la préhistoire, quand il n'y avait pas les CNN partout, c'était à peu près ça qu'on reconstruisait. Donc on avait à peu près quelque chose qui matchait en couleur et tout, mais qui était complètement structurellement faux, quoi. On voit bien qu'il y a des artefacts partout. Et progressivement, si on remonte le temps, on voit que les algorithmes commencent à être de mieux en mieux, de plus en plus à comprendre la structure sous-jacente de l'objet, et d'être capable maintenant, on a atteint à peu près ce niveau-là de qualité de reconstruction, ce qui veut dire que le système qui a été mis en place pour résoudre ces tâches a une plutôt bonne compréhension de la sémantique de la scène, ou tout au moins des structures qui la composent. Et donc ça, c'est aussi on utilise aussi beaucoup ça pour enrichir nos représentations visuelles sans jamais avoir à noter quoi que ce soit. Et une des raisons pour laquelle on pousse énormément cette direction, ce n'est pas simplement la qualité des représentations d'images, parce que ça, en réalité, on est déjà à un niveau qui est très 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 bon, et c'est pour les prochains challenges ou les prochaines applications, donc c'est un peu pour le futur. Et notamment, une des applications qui nous apporte énormément, c'est la réalité augmentée. Et en réalité augmentée, typiquement, ce qu'on veut avoir, ce sont ce genre de choses. Donc des vidéos prises en temps réel sur le téléphone et où chaque objet dans la scène est détecté et lui est relié potentiellement une fiche d'information ou ce qu'on veut. Et ça, il faut bien voir que en termes d'annotation, ça va être extrêmement compliqué. Parce que annoter de la vidéo, c'est déjà très très difficile, mais alors annoter de la vidéo qui est par utilisateur et chaque objet dedans, c'est totalement impossible. Donc là, on va devoir véritablement aller sur des méthodes où on n'a pas d'annotation. Pareil pour la 3D, c'est-à-dire que des applications comme celle-là qui est un peu fun, où on met du texte en 3D dans la scène, ou celle-là qui est genre faire des effets artistiques sur de la vidéo. On ne va pas s'amuser à noter à la main tous les plans en 3D, toutes les normales des surfaces. C'est un travail qui est totalement impossible. Et d'autant qu'encore une fois, on ne peut pas le faire simplement en studio ou de manière contrôlée dans un petit environnement. Là, c'est des choses qui sont à terme, on espère, utilisées par des millions et des milliards de personnes dans toutes les circonstances. Et c'est pour ces raisons-là qu'on investit énormément dans tout ce qui est méthode non supervisée, c'est avec ce genre d'application en tête. Et je vais conclure là pour essayer de regagner un peu de temps. Merci.
Alors, oui, on l'utilise. Alors, dans les travaux les plus récents, on n'utilise vraiment plus que les hashtags parce qu'il s'avère que c'est suffisamment informatif. Mais à l'origine, on essayait aussi d'utiliser un peu les données structurées, donc les phrases. Il s'avère que c'était pas évident l'apport que ça avait par rapport à simplement des hashtags en termes sur la qualité et c'est beaucoup plus compliqué à prendre en compte parce que on est sur typiquement une sortie qui n'est plus juste une classe, donc un hashtag, mais là carrément une phrase, donc une séquence. Et donc, et encore une fois, comme toutes ces méthodes marchent véritablement quand on travaille sur des milliards d'images, il faut faire des compromis. On peut pas, c'est la difficulté. Mais oui, on a regardé ça et on continue régulièrement à réexplorer cette direction. Okay. Ah, bon, allez. Alors, quand on fait du non supervisé, la manière dont on évalue ça en vision, c'est sur ce qu'on appelle des downstream tasks. Donc ce qu'on fait, c'est du transfert. C'est-à-dire qu'on apprend sur une base de données et on a d'autres bases de données beaucoup plus petites sur lesquelles on a des labels et on va prendre nos réseaux de neurones appris sur nos données non annotées et apprendre par-dessus juste un petit classifieur et c'est comme ça qu'on évalue. Donc on ne fait jamais d'évaluation intrinsèque de la qualité de nos features. On prend toujours une mesure extrinsèque sur un autre dataset. Donc on fait, c'est vraiment les mesures qui poussent la communauté dans cette direction. Évidemment, dans les papiers on montre des images, là par contre on cherry pick parce que c'est plus amusant de montrer les signaux rigolos qu'on trouve que ce qui est plus difficilement explicable. Mais pour ce qui est de véritablement l'avancée quantitative dans le domaine, on fait ça sur du transfer learning. Merci.